Bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de Paroles confinées. Nous sommes en communication, en visioconférence aujourd'hui avec Brigitte Lemaître. Bonjour Brigitte. Bonjour Paolo. Brigitte est directrice de l'école maternelle Simon Veil Les Baumettes à Nice. Et alors nous sommes là aujourd'hui pour parler de leur expérience sur le terrain, parce que votre école est restée ouverte en ce temps de confinement pour accueillir les enfants du personnel soignant. Donc en quelque sorte, vous et tout le personnel de l'école, vous êtes en première ligne avec les soignants parce que votre mission de garde d'enfants est fondamentale. Alors est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment cette expérience est née? Eh bien, en parallèle avec l'annonce de la fermeture des écoles, il y a eu suite ce problème, cette question qui s'est posée d'accueillir les enfants de soignants. Donc en fait, ça a été, il y a eu quelques jours très denses où il a fallu prévoir cet accueil. Voilà. Donc moi, ça m'a paru évident que si, s'il fallait que les soignants soient disponibles pour s'occuper des personnes malades, eh ben, il fallait bien que leurs enfants soient gardés pour que tout ça soit rendu possible. Donc je me suis portée volontaire pour que l'école reste ouverte et on a dû très rapidement recenser les enfants qu'il fallait accueillir. Alors dans un premier temps, ben, on a réfléchi chacun dans nos écoles en fonction des professions que nous connaissions des parents et nous avons dressé avec l'inspection des listes des enfants concernés. Alors dans mon école, on compte la population de 8 écoles du secteur et on accueille en fait chaque jour assez peu d'enfants. C'est rarement plus de 5 ou 6 enfants sur les 12-13 qui sont inscrits. Parce que bien sûr, on s'est efforcé de répartir les effectifs. Donc chaque école d'accueil, il doit y en avoir à peu près 25 sur Nice, de manière à ce que on n'ait pas des groupements trop importants d'enfants et de personnel, afin de ne pas créer des chaînes de contamination. Voilà. Donc ben, au début, c'était un petit peu comme si on réouvrait une école avec des nouveaux personnels et des nouveaux enfants, puisque certains venaient d'autres écoles. Donc, à un moment où on était en train d'encaisser, comme tout le monde, le choc de ce qui nous arrivait, il a fallu quand même tout de suite parer à l'urgence, à savoir déjà s'informer des choses à savoir concernant chaque enfant, comme par exemple les enfants qui ont de l'asthme, les enfants qui ont des allergies alimentaires. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'était vraiment le premier réflexe pour éviter de rendre la situation plus compliquée. Voilà, ensuite, il a fallu, toujours en contact avec l'inspection, dresser une liste d'enseignants volontaires pour venir accueillir ces enfants. Voilà, donc ben, les premiers jours, c'est pas évident parce que il y a eu une certaine réticence de la part du monde enseignant, euh, relayée un peu par les syndicats, je dois dire. Et puis très rapidement, on a eu plein de collègues qui se sont portés volontaires. Et voilà, l'inspection a demandé de faire un roulement par demi-journée, toujours pour éviter qu'il y ait trop de contact des personnes entre elles. Et voilà, donc progressivement, on a établi des plannings, de contacter les personnes volontaires, accueilli les enfants, réfléchi aussi en même temps aux gestes barrières, ce qui était applicable avec les enfants, à toutes les questions de désinfection de l'école et du matériel en permanence. Et j'ai la chance d'être bien entourée au niveau du personnel de la mairie parce qu'elles ont tout de suite été d'une extrême efficacité pour réfléchir à mettre en place des choses toutes simples pour pouvoir désinfecter les lieux au fur et à mesure, un système de petits papiers de couleur que les enseignants posent sur chaque matériel utilisé par les enfants ou par les adultes, lequel matériel est tout de suite désinfecté par les enseignants, par les agents de la mairie. Donc
ben, tout ça s'est mis en place d'une manière assez efficace avec la collaboration de tous. C'est très intéressant ce que tu dis parce que vu de l'extérieur, on a l'impression en quelque sorte que les écoles ont tout simplement continué de fonctionner comme avant. Mais en fait, tu nous dis que vous avez en quelque sorte dû bâtir une nouvelle école en très peu de temps, avec des nouveaux élèves, avec une nouvelle manière de fonctionner, avec un personnel nouveau. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de devoir se réorganiser en si peu de temps. Et la question que je voulais te poser concernait les enfants, parce que étant directrice d'une école maternelle, vous êtes dans un groupe d'âge assez particulier. Comment les enfants vivent cette situation et comment aussi vous êtes en relation avec eux? Est-ce que vous leur en parlez? Est-ce qu'ils vous en parlent? Quel est ton sentiment vis-à-vis de ça? Comment les enfants vivent, à ton avis, cette situation si particulière? Alors, d'abord, vu l'urgence de la situation et effectivement, comme tu le dis, on a un peu ouvert une nouvelle école. Nous accueillons les enfants de la maternelle comme de l'école élémentaire. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des enfants de moyenne section, des enfants de CM2. Donc, c'est un peu au jour le jour. On se rend bien compte que les parents, chaque fois qu'ils peuvent trouver une autre solution pour garder leurs enfants, le font parce qu'ils se rendent bien compte euh, que c'est assez compliqué et voilà, ils ont le souci de préserver leurs enfants et de préserver les personnels également. Alors, effectivement, très rapidement, notre question, elle a été de comment on allait accueillir ces enfants. Les directives qui ont été données par l'inspection académique au départ, c'était les enseignants ne sont pas là pour faire classe, mais c'est un petit peu un système de garderie. Voilà, donc en même temps, on se demandait comment ces enfants allaient se sentir en arrivant à l'école. Hein. Pour certains, c'est à la fois une nouvelle école, c'est pas leur école habituelle, et puis en plus, les personnels changent matin et après-midi. Euh, pour la mairie, ils sont là par série de 2 jours, 2 ou 4 jours. Enfin, il y a beaucoup de changements et c'est compliqué pour les enfants. Voilà. Donc, je me suis rapprochée rapidement de la psychologue scolaire de notre secteur pour lui demander des conseils. Et voilà. Alors, on a très réuni une documentation accessible aux enfants, aux plus jeunes, euh, sur le coronavirus, avec des dessins, des bandes dessinées qu'on a affichées pour que les enfants aient la possibilité de regarder, de poser des questions. Alors, pour les enfants, donc, comme je disais, c'est pas évident parce que c'est un contexte particulier, parce qu'ils sont aussi dans les familles le stress ambiant. Donc, à la fois, il faut les accueillir le plus sereinement possible. Il faut rester suffisamment ouvert pour répondre à leurs questions. Alors, avec les plus grands, ça peut être des petits échanges, des petits débats comme ça, assez libres. Et avec les enfants d'âge maternel, c'est plus compliqué parce que il faut faire attention de ne pas rajouter par nos propos des craintes supplémentaires parce que c'est pas évident de s'adresser aux plus petits. Donc là, on les laisse dessiner, on parle de leurs dessins et voilà, ça a été aussi un peu la difficulté dans le recrutement en quelque sorte des enseignants volontaires, c'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait des adultes qui étaient extrêmement stressés eux-mêmes et d'autres qui, au contraire, vraiment se donnaient pour mission d'apporter de la joie et de la gaieté à l'école. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre en compte ce paramètre en faisant mes plannings avec une rotation des enseignants. Voilà, pour qu'il y ait suffisamment de gens capables
d'arriver avec le sourire. Alors, il ne s'agit pas de surjouer, parce que pour les plus petits, afficher une joie ou un enthousiasme fin, c'est pas bon non plus, parce qu'ils ne sont pas dupes. Donc, mais en même temps, on peut afficher toute la joie qu'on peut avoir à partager des activités avec eux, et tout l'optimisme que certains ont en eux, que certains enseignants ont vraiment en eux. Et c'est vrai que, en fait, suivant les personnes qui sont là, on voit un peu les visages des enfants changer. Mais la dernière semaine d'accueil, puisque là ils sont accueillis en ce moment par la ville de Nice dans les centres, j'ai été un peu inquiète à des moments parce que je les sentais quand même éteints. Voilà, la dernière semaine, j'avais parfois, quand je n'étais pas dans la même pièce qu'eux, qu'ils étaient avec les enseignants, il m'est arrivé de dire, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'enfants dans l'école. Voilà, j'ai rappelé la psychologue scolaire à ce moment-là, on a essayé de réfléchir, et voilà, j'en ai parlé avec les enseignants, et on essaye d'avoir des activités qui aussi soient plaisantes, on sort la peinture, on fait des dessins, on essaie de jardiner un peu dans des bacs qui sont dans la cour, de planter des petites graines de fleurs, de leur faire des petits parcours de motricité ou des jeux sportifs, enfin, d'aller au soleil chaque fois qu'on le peut. Et voilà. Et donc en fait, dans ce que tu dis, j'allais poser la question, c'était justement est-ce qu'il y avait une évolution dans le comportement des enfants? Est-ce qu'ils vont vers plus de sérénité en s'y habituant? Parce qu'au fond, peut-être que dans l'expérience de confinement des gens, voilà, avec le temps, on finit par s'habituer un peu à la situation, on prend des marques, etc., etc. Donc je me demandais justement s'il en était de même pour les enfants dans l'école, mais là tu sembles dire que au fond les derniers moments où tu les as eus, au fond ils étaient éteints. Alors est-ce que c'est parce qu'ils avaient la perspective de changer de lieu en étant pris en charge par la mairie, de lieu ou d'équipe en tout cas, parce que je ne sais pas s'ils ont changé de lieu, mais d'équipe. Donc est-ce que c'est ça qui les aurait peut-être un peu arrêtés dans leur capacité d'adaptation, ou est-ce que tu penses que c'est autre chose? Voilà, c'est un peu la question que je te pose. Peut-être effectivement que chaque jour, ils ne savent pas trop comment ça va se passer, parce qu'un nouvel enseignant va arriver, parce que... Alors la perspective des vacances, oui, probablement que c'était anxiogène pour eux, parce que c'était encore un changement de lieu, puisque l'accueil s'est fait dans les écoles qui n'étaient pas des écoles déjà ouvertes. Et oui, il y a eu un matin où cette petite Marion là, qui est là tous les jours, et qui a bientôt 5 ans, je l'ai vu pleurer un matin parce que elle espérait voir arriver une enseignante qu'elle aime bien, et puis que c'était pas l'enseignante, donc je me suis un peu inquiétée. Donc on a essayé de mettre de la musique, d'essayer de partir sur des choses un peu plus gaies. Et puis j'ai discuté un petit peu avec cette petite Marion là, qui pleurait. Et c'est difficile pour un enfant de 4-5 ans de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Souvent, il se sent triste, ou il se sent inquiet, ou il se sent en colère, sans trouver forcément sans savoir exactement pourquoi il est en colère ou pourquoi il est triste. Donc on a un peu parlé. Elle m'a dit qu'elle avait du chagrin. Alors elle ne savait pas trop me dire pourquoi. Alors je lui ai demandé si son chagrin avait une couleur. Alors elle m'a dit que son chagrin était vert. Alors peut-être on pouvait dessiner son chagrin. Alors son chagrin, c'était une sorte de dinosaure très très long, tout très haut, et puis vert, voilà. Et une fois que ce dessin a été fait, ça allait mieux. Voilà. Elle avait besoin de mettre ses mots d'enfant sur son chagrin, et parce qu'à 4 ans ou à 5 ans, c'est pas du tout évident de dire pourquoi on ne se sent pas bien. Est-ce que tu penses que la manière de vivre l'école
changera après cette crise du coronavirus? Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais la manière où on vit l'école au quotidien, est-ce que, à ton avis, reprendra comme avant ou quelque chose changera? Écoute, je pense que alors on parle là, on parle des enfants qui sont accueillis dans les écoles, hein. Donc dans ces enfants, ben, on pense toujours aux soignants, mais il y a aussi les personnes qui travaillent dans des EHPAD. Et ça, je peux témoigner aussi que c'est difficile, très difficile, très très difficile. Des parents que j'ai sentis vraiment encore plus inquiets et peut-être plus en difficulté parce qu'ils sont avec des personnes qui sont parfois en fin de vie, qui n'ont pas de contact avec leur famille, donc c'est assez difficile. Donc il y a ces enfants qui sont accueillis, mais il y a aussi tous les autres, hein, ceux qui sont dans cette fameuse continuité pédagogique dont on nous a parlé. Et là aussi, donc en parallèle de cet accueil, il a fallu aussi que tous les enseignants présents mettre en place cette continuité. Alors, dans les quartiers, dans certains quartiers, c'est facile parce que les parents sont à la fois capables de suivre le travail de leurs enfants et de leurs aider, quand ils ne sont pas eux-mêmes en télétravail d'ailleurs. Et puis ils ont tous les supports qu'il faut, ils ont des ordinateurs, des imprimantes, des tablettes. Et puis, il y a des quartiers, et il y a nous accueillons dans notre école, où les moyens ne sont pas les mêmes, où les gens ont tout et pour tout un smartphone pour recevoir les informations que les enseignants leur communiquent, pas d'imprimante pour beaucoup d'entre eux pouvoir imprimer les documents envoyés par les enseignants. Donc là aussi, en parallèle, il a fallu mener une réflexion là. Donc on s'est organisé un peu chacun à leur manière. Alors il y a des enseignants qui tout de suite ont le réflexe de se dire comment je donne le contact, j'appelle les parents d'élèves, j'essaye de voir si ça va, j'essaye de les soutenir. D'autres, il a fallu un petit peu sortir de leurs habitudes, à savoir je ne donne pas mon numéro de téléphone personnel. Mais bon, tout ça, c'est un peu arranger et améliorer progressivement. Voilà, donc en parallèle de cet accueil, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était ça, quoi. Cette fameuse rupture numérique là, dont on a parlé, elle est révélatrice quand même de problèmes dans notre société. Et donc le choix de prendre notre téléphone pour appeler les parents, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement parce que pour des questions de confidentialité, c'est pas vraiment très académique, mais créer des petits groupes WhatsApp dans les classes pour que les enfants s'envoient des photos. Je suis plein de gamins qui montraient le travail, enfin des photos d'enfants en train de travailler, ça c'était très émouvant. Et puis on s'est mis aussi dans notre école parce que vraiment c'était une nécessité à faire des dossiers papier que l'on distribue aux familles. Alors des rendez-vous pour que les gens viennent un par un, qu'on puisse respecter les distances nécessaires et les fameux gestes barrières, voilà. Et ça, je crois que ça leur a fait beaucoup de bien. Mais ta question, elle est intéressante parce que effectivement, j'ai beaucoup pensé à ça et encore ces derniers jours, quand je reçois des messages là, sur WhatsApp toutes les familles, de toutes mes familles qui communiquent aussi entre elles, qui m'envoient, maintenant qu'on est en vacances, des activités avec leurs enfants en train de cuisiner, enfin des trucs vraiment chouettes. Et des petits messages très gentils. Je me dis que mon regard sur les familles, il va encore changer. Et je me dis que oui, je pense qu'on va tous pouvoir se saisir de tout ce qu'on a appris pendant ce temps pour, je l'espère et je le pense, travailler autrement et voir le lien, ce fameux lien famille-école dont on parle tant, on parle à nous professionnels, je pense qu'il va changer et qu'il va évoluer.
Je pense que cette crise, cette situation nous a fait comprendre finalement à quel point le lien est important et précieux. Parce que avant, ça c'est mon impression, hein, on donnait quand même certaines choses comme acquises, notamment la présence de certaines personnes, la présence de certains services aussi autour de nous. Et là, ça nous a fait vraiment comprendre à quel point notre vie est pleine de choses précieuses et importantes. Et un autre aspect, c'est aussi le rapport à l'espace finalement qui change, parce que avec ces normes de distanciation, les gestes barrières, le fait qu'on ne peut pas être plus qu'un certain nombre, etc., c'est vrai, comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il faut faire en sorte qu'on qu'on puisse sortir de cette crise dans les meilleures conditions. Voilà, en ayant vraiment devant nos yeux à quel point tout ça c'est précieux finalement, la présence des autres dans notre vie, les liens, et à quel point aussi nous sommes connectés aux autres, parce que on n'y pense pas finalement, mais c'est vraiment un trésor hein, pour notre vie. Mhm. Nous te remercions euh, d'avoir fait cette conversation téléphonique avec nous, Brigitte. Et puis, bien sûr, nous souhaitons à toi et à tes équipes vraiment bon courage en ce moment. Ce que vous faites est très important et quelque chose qui est fondamental parce que ça permet vraiment de soutenir ceux qui soignent et aussi d'accompagner non seulement les enfants que vous avez, mais même ceux qui sont restés à la maison dans une période très difficile et inédite en quelque sorte. Oui, Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants pour tout ce que vous faites et pour tout ce que des personnes comme vous, des enseignants, font partout en France, en fait, en toute discrétion, c'est-à-dire en dehors voilà, de l'image des médias finalement. Et c'est ça qui permet aussi à la société, au pays, de pouvoir traverser, surmonter cette crise. oui. Donc, tu transmettras aussi de notre part à tous tes collègues hein, qui sont avec toi et aussi aux enfants qui vivent pour leur génération vit quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas vraiment vécu de la même manière. Donc, c'est ça aussi. Je pense que moi, je suis confiant sur le fait qu'ils élaboreront tout ça de manière positive, je pense. Plus positive que les adultes. Je pense aussi beaucoup dans notre école, hein, puisque je parle de ce que je connais le mieux, dans notre quartier. Et il y a aussi beaucoup d'hôtels et de meublés qui accueillent les migrants, qui, qui accueillent des gens qui étaient là, pour certains, depuis très peu de temps, pour demander l'asile en France, qui se retrouvent confinés avec leurs enfants dans des chambres d'hôtel, hein, et pour qui la vie doit être bien difficile quand même. Et des gens qui sont arrivés, qui ne parlent pas qui ne parlent pas notre langue. J'imagine que ça doit être vraiment difficile pour eux de basculer comme ça dans quelque chose de tellement compliqué. Et j'espère, j'espère en tout cas que ce lien qu'on arrive à garder, on essaie de garder avec eux, alors parfois on va traduire des messages par des personnes, des parents qui parlent la même langue, ou simplement avec les photos qu'ils nous envoient de leurs enfants. Et ben j'espère que ça leur, enfin j'espère, je pense que ça leur fait du bien et que ça maintient un lien avec notre société, un lien qu'ils avaient à peine commencé à établir en arrivant dans notre pays. Mais en fait, moi j'ai découvert justement à travers ces échanges-là où on prend un peu de mots pour communiquer, ben, je suis devenue un peu la petite souris qui rentre dans la maison et qui voit ce qui se passe, et j'ai eu de belles surprises. Et j'ai été vraiment souvent très 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 émue des échanges que nous avons eus, et puis
vraiment de voir ces enfants qui sont quand même, alors dans ma classe, ils sont en grande section, hein, donc c'est quand même encore des petits bonhommes, de les voir là en train de travailler à la maison, avec ce qu'ils ont et avec la joie que quand même leurs parents sont capables de leur donner, de voir la fierté qu'ils avaient, de m'envoyer leurs photos, de les voir en train de cuisiner avec leurs parents, des échanges de recettes, des choses comme ça. Enfin, il y a eu vraiment quand même des moments humains comme ça, très très forts. Et vraiment, je pense que ça va changer des choses. Je pense très fort à eux parce que voilà, des familles quand même vraiment courageuses, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir partagé avec nous tout ça. Et nous souhaitons à chacun et chacune de vous une très bonne soirée. À bientôt. Je te remercie, à bientôt. I'm going to Louisiana to get myself a mojo.